Eh bien, salut à tous, c'est Nico. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau chapitre passionnant sur les transferts de données et les calculs en COBOL. Avant de plonger dans notre sujet principal, permettez-moi de vous présenter brièvement quelques nouveautés sur notre site From Zero to COBOL. D'abord, dès votre arrivée, environ 5 secondes après, un pop-up apparaîtra et vous offrira la possibilité de télécharger gratuitement notre nouvel e-book intitulé COBOL, passé, présent et futur. Il vous suffit d'entrer votre prénom et votre adresse email pour obtenir des insights sur l'histoire du COBOL, son utilisation actuelle et ses perspectives d'avenir. Nous avons également ajouté une nouvelle section dans notre nouveau menu principal qui s'appelle e-book gratuit. Vous y trouverez un autre e-book dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est le guide des meilleures pratiques en COBOL, qui vise à améliorer vos compétences en programmation, que vous soyez débutant ou développeur COBOL expérimenté. Enfin, j'aimerais également mentionner une nouvelle rubrique dans le cours introductif gratuit qui se place ici. En fait, c'est la rubrique Évaluation des compétences en COBOL, mesurer votre maîtrise, où nous avons intégré un quiz gratuit. C'est un test de positionnement qui vous permet, si vous le désirez, d'évaluer votre niveau de connaissance et de compétence en COBOL. Voilà pour les introductions et les nouveautés sur le site. Sans plus tarder, revenons à notre sujet principal. Après avoir solidifié nos connaissances sur les variables en COBOL, nous nous apprêtons à plonger dans un aspect fondamental de la programmation en COBOL, l'art de manipuler et de calculer les données. Nous débuterons avec une introduction approfondie à l'instruction move, un pilier de la programmation en COBOL. Cette commande essentielle permet le transfert de données d'une zone de mémoire à une autre et sa compréhension est cruciale pour tout développeur COBOL. Nous explorerons les bases de move, son utilisation avec les différents types de données, ainsi que la variante move corresponding qui offre une flexibilité accrue dans le transfert de données structurées. Ensuite, nous aborderons des techniques avancées et partagerons des astuces pour utiliser move de manière plus efficace et puissante. Nous ne manquerons pas non plus de discuter des erreurs courantes associées à cette instruction et de la manière de les éviter pour vous garantir une expérience de programmation fluide et sans accroc. En parallèle, nous nous concentrerons également sur les opérations arithmétiques de base, add, subtract, multiplied et divide. Ces opérations sont les pierres angulaires des calculs en COBOL et sont indispensables pour manipuler des données numériques. Nous examinerons l'utilisation de l'instruction rounded pour gérer la précision des résultats et nous nous pencherons sur l'instruction onSizeError, essentielle pour gérer les erreurs de déplacement de capacité. Ce chapitre promet d'être à la fois instructif et pratique avec des exemples concrets et des exercices pour renforcer votre compréhension. Préparez-vous à enrichir vos compétences en COBOL avec des connaissances essentielles qui vous permettront de gérer les données et les calculs avec assurance et expertise. Si vous avez déjà trempé vos pieds dans l'univers du COBOL, vous savez combien ce langage, bien qu'ancien, demeure pertinent et crucial dans de nombreux systèmes d'entreprise à travers le monde. Et au cœur de ce langage se trouve la capacité de manipuler et de transférer des données d'un point à un autre d'une manière précise et efficace. C'est là que l'instruction move entre en jeu. Imaginez-vous avoir un outil qui, dans sa simplicité, vous permet de copier, de transférer, de reformater et d'adapter des données selon vos besoins. C'est le rôle du move. Pourtant, comme avec tous les outils, la maîtrise vient avec la compréhension profonde de ses capacités, de ses limites et des techniques avancées qui l'entourent. C'est ce que l'on va voir. Dans cette vidéo, je vous propose dans un premier temps de poser les bases en termes de définition, de syntaxe pour l'instruction move. Ensuite, on va voir l'utilisation du move avec différents types de données. Je vous proposerai après de voir une syntaxe un petit peu plus avancée qui est le move corresponding. On ira également un peu plus loin avec des techniques avancées et des astuces, ainsi qu'une série d'exercices que vous pourrez effectuer pour vous exercer. Commençons par sa définition. L'instruction move est, comme son nom l'indique, un outil pour déplacer des données.
Mais qu'est-ce que cela signifie déplacer dans ce contexte? En réalité, il s'agit plus d'une copie de données de la source vers la destination plutôt qu'un déplacement physique. Lorsque nous utilisons move, la donnée source n'est pas supprimée ou modifiée, mais elle est reproduite dans la zone de destination. La beauté du COBOL réside souvent dans sa lisibilité et sa syntaxe presque naturelle. L'instruction move ne fait pas exception à cette règle. Pour utiliser move, la formule est simple. Move source to destination. Ici, source représente la donnée ou la variable que vous souhaitez copier et destination est l'endroit où vous souhaitez que cette donnée soit reproduite. Ensuite, pour maîtriser pleinement l'instruction move en COBOL, il est essentiel de comprendre comment elle interagit avec les différents types de données. COBOL distingue plusieurs types de données qui peuvent être manipulées à l'aide de l'instruction move. Voici les deux principales catégories. On a les données numériques, composées uniquement de chiffres et éventuellement de signes, plus ou moins. Exemple, PIC 925, PIC S925.3. Et on a également les données alphanumériques, qui peuvent contenir des lettres, des chiffres et d'autres caractères, par exemple PIC X de 10. Voyons dans un premier temps l'utilisation de move avec les données numériques. En fait, ces données elles sont omniprésentes en programmation. Elles servent notamment à représenter des montants, des comptages, des indices, etc. Pourtant, leur manipulation en COBOL, en particulier avec le move, nécessite une attention particulière. En fait, avec les données numériques, il faut faire attention notamment aux zéros non significatifs et aux signes. Concernant les zéros non significatifs, en fait, en COBOL, il est possible d'avoir des zéros qui n'ont pas de valeur réelle. Par exemple, la valeur 0012 est équivalent à 12. Lors de l'utilisation de move, ces zéros non significatifs sont conservés, sauf si la destination, évidemment, est un champ numérique sans zéro non significatif. Dans cet exemple, 0012 est déplacé vers un champ, vers une variable qui ne peut contenir que deux chiffres. Donc les zéros non significatifs sont éliminés dans ce processus. En effet, l'instruction display du nombre 2 à la fin du programme nous permet d'afficher la valeur 12 sans les deux zéros non significatifs. Ensuite, on a les signes. En fait, les champs numériques peuvent être signés ou non signés. Lors du déplacement d'une valeur signée vers une zone non signée, et vice-versa, en fait, il est crucial de comprendre comment COBOL gère le signe. Habituellement, le signe est stocké dans le bit de droite le plus loin, en fait sous forme de lettres pour les formats ASCII. Ici, dans cet exemple, bien que la valeur source soit négative, le champ de destination étant non signé, il ne conservera que la valeur absolue du nombre. En effet, on va déplacer la valeur signée -123 dans une variable déclarée en PIC 923 non signée, et donc le display du nombre non signé va nous donner 123, donc la valeur absolue de -123. En ce qui concerne les erreurs courantes et comment les éviter, en fait, il y a le dépassement de capacité. Si vous déplacez une grande valeur numérique dans un petit champ, eh bien cela peut entraîner un dépassement et une troncation, comme par exemple dans l'exemple suivant. En fait, ici on va chercher à déplacer une variable en PIC 925 dans une variable en PIC 923. En fait, avant de déplacer les données, il faut s'assurer que la taille de la source correspond à la taille de la destination, ou bien contrôler la taille de la donnée source pour s'assurer qu'elle ne dépasse pas la capacité du champ de destination. Par exemple, regardons ce code. On retrouve, comme précédemment, nos deux variables, en PIC 925 pour l'une et en PIC 923 pour l'autre. S'ajoutent également deux variables, nombre 1 taille et nombre 2 taille, dans lesquelles on va stocker la taille des variables nombre 1 et nombre 2. Pour récupérer cette taille de variable, on va utiliser la fonction length dans une instruction compute. En fait, le compute, c'est une instruction COBOL pour les calculs arithmétiques. WSNB1 taille va nous servir de conteneur à l'opération qu'il y a après le égal. Et en fait, cette opération, c'est fonction length de nombre 1.
En fait, cette fonction, elle va retourner la longueur de la chaîne WSNB1, à savoir 5. On fait la même chose avec le nombre 2. Et ensuite, on utilise une alternative dite simple avec un if, else and if. Si la taille du nombre 1 est supérieure à celle du nombre 2, on va afficher un message d'erreur. Sinon, on effectue notre instruction move. Passons désormais à l'utilisation du move, mais pour les données alphanumériques. Les données alphanumériques, combinant lettres, chiffres et autres caractères, sont fréquemment utilisées pour stocker des informations comme les noms, les adresses ou les identifiants. Avec ces données, il faut faire attention aux espaces et aux caractères non imprimables. En ce qui concerne les espaces, en fait, si un champ alphanumérique source est plus court que la destination, eh bien COBOL complétera la destination avec des espaces. Regardons l'exemple suivant. On a défini deux variables. Une première variable WSSource qui est définie en pixx de 3 et qui est initialisée avec les valeurs A, B et C. Et une variable WSDes pour destination qui est définie en pixx de 10 et initialisée avec des espaces. Ensuite, lorsque l'on fait un move de la source vers la destination et que l'on affiche la variable destination, on va afficher les lettres A, B et C suivies de cet espace. Maintenant, on a également les caractères non imprimables. En fait, ces caractères, ils sont traités comme n'importe quel autre caractère. Cependant, lors du déplacement entre différents types de champs, en fait, il se peut que la représentation change, comme par exemple dans l'exemple suivant. Dans cet exemple, texte original est initialisé avec la chaîne bonjour et les 3 derniers caractères sont ensuite remplacés par des low value, c'est-à-dire des octets de valeur 0. Ensuite, le contenu de texte original est déplacé vers la variable texte copy. En fait, lors de l'affichage, vous ne verrez pas les low value, mais vous pouvez être sûr qu'ils ont été déplacés car les deux variables ont la même taille. En fait, cet exemple montre que les low value sont traités comme n'importe quel autre caractère, même si ce code n'a aucun intérêt précis. Par contre, les low value, ils peuvent avoir plusieurs utilités selon le contexte et ce coup-ci avec un rôle majeur. Donc, par exemple, on peut utiliser low value pour initialiser une variable afin de s'assurer qu'elle ne contient aucun caractère résiduel ou indésirable. On pourrait, dans certains cas, également l'utiliser comme une condition pour tester si une variable a été modifiée ou non depuis son initialisation. Bref, on peut en faire une vidéo entière et ce n'est pas le sujet. Voilà, pour terminer sur ces données alphanumériques, on peut regarder ensemble en fait les deux règles de remplissage. Donc, lorsque la source elle est plus courte ou lorsque la source elle est plus longue que la destination. Lorsque la source est plus courte, en fait la destination sera complétée par des espaces pour atteindre sa taille déclarée. Donc ça, c'est ce que l'on a vu avant. Petit conseil, cela peut être utile en fait pour garantir que tous les champs aient une longueur fixe. Par exemple, lors de la création de rapports formatés. Dans le cas où la source est plus longue, en fait, la destination sera tronquée pour s'adapter à sa taille déclarée. Cela peut entraîner une perte d'information. Il est donc essentiel de s'assurer que la destination est suffisamment grande pour accueillir la donnée source. On voit assez simplement ici que l'on a déclaré deux variables, une variable source définie en pixx de 15 et initialisée avec les lettres de l'alphabet jusqu'à la lettre O, et une variable destination définie en pixx de 10 qui est initialisée avec des espaces. Ensuite, on fait un move de la variable source vers la variable destination et on affiche cette variable destination à l'aide de l'instruction display. Alors au final, on va afficher les lettres de l'alphabet, mais ce coup-ci que jusqu'à la 10e position, c'est-à-dire la lettre J. En effet, les dernières lettres, les 5 dernières, ont été tronquées. Petit conseil, en fait, il faut s'assurer toujours de la capacité du champ de destination pour éviter la troncation et la perte d'informations. Si nécessaire, vous pouvez effectuer des contrôles avant le déplacement pour gérer ces cas de figure, comme on a vu auparavant. Bon voilà, maintenant que l'on a vu les bases, on va voir une autre forme de l'instruction move. L'instruction move, en fait, dans sa forme basique, elle est extrêmement utile
pour transférer des valeurs d'un champ à un autre. Cependant, dans des situations où nous avons des structures de données plus complexes, telles que des zones de groupe, une forme avancée de move peut s'avérer particulièrement efficace, c'est le move corresponding. En fait, move corresponding, c'est une instruction spécifique conçue pour déplacer les données entre deux groupes basés sur les noms et les champs correspondants. Plutôt que de déplacer chaque champ individuellement, cette instruction permet de transférer des données entre des champs qui partagent le même nom dans leurs groupes respectifs. Donc, par exemple, si on prend l'exemple suivant, si nous voulions déplacer les données de employé 1 à employé 2 tout en conservant les champs correspondants, nous pourrions utiliser l'instruction move corresponding. Move corresponding de employé 1 to employé 2. Après cette instruction, prénom et nom de employé 1 seraient copiés dans employé 2. Cependant, la variable adresse dans employé 2 resterait inchangée car il n'a pas de champ correspondant dans employé 1. Voilà, je pense que vous avez compris la logique. Mais maintenant, quand même, prenons le temps de voir ensemble quand on peut utiliser ce move corresponding et quand on doit l'éviter. Tout d'abord, quand on peut l'utiliser. En fait, lorsque vous avez des structures de données similaires avec de nombreux champs correspondants pour simplifier le code et éviter les instructions move répétitives. C'est là où c'est intéressant. En fait, supposons que nous ayons deux structures, l'une pour les données en entrée et l'autre pour les données en sortie, qui ont de nombreux champs similaires. Dans ce cas, c'est très intéressant d'utiliser le move corresponding car cela nous permet d'éviter d'utiliser trois instructions move distinctes. On utilise une seule instruction move corresponding. On peut également l'utiliser lors de la conversion ou de la migration de données entre deux versions d'une structure de données. Je m'explique. Si on suppose une mise à jour de notre programme ou une nouvelle structure de données qui est introduite avec des champs additionnels, en utilisant le move corresponding dans ce cas de figure, en fait les données de l'ancienne version peuvent être facilement migrées vers la nouvelle version. Ensuite, quand est-ce qu'il faut éviter de l'utiliser? Alors, je dirais déjà, si seulement on a quelques champs qui doivent être transférés. En fait, une instruction move classique peut être beaucoup plus claire. On peut éviter aussi lorsque des transformations ou des opérations spécifiques doivent être appliquées à certains champs pendant le transfert. Il faut éviter toute confusion. Si on a des opérations à faire, il faut éviter d'effectuer des move corresponding dans lesquels on peut s'en mêler les pinceaux. Et pour finir, si les structures ont des champs avec des noms identiques, mais des significations ou des usages différents, utiliser move corresponding, et bien là, ça peut entraîner des erreurs ou des confusions. Par exemple, dans l'exemple ci-dessous, en fait, si j'utilise un move corresponding, ça pourrait être trompeur, car bien que les variables ID matière correspondent entre les deux zones groupes, eh bien le nom matière dans matière collège et nom enseignant dans matière étudiant n'ont pas du tout la même signification. En fait, une telle utilisation pourrait entraîner des erreurs et des confusions. Bon voilà, on en a terminé avec le move corresponding. Maintenant, je vous propose de passer à la partie technique avancée et astuces. Donc en fait, à mesure que vous vous familiarisez avec l'instruction move en COBOL, vous découvrirez qu'elle peut être combinée avec d'autres instructions et techniques pour accomplir des tâches un petit peu plus complexes. Alors, déjà, on peut voir ensemble l'utilisation de move pour le reformatage de données. Supposons que nous avons une date au format année-mois-jour dans une variable date source et que nous voulons la reformater en jour, mois et année séparés par des slash dans une variable date cible. Eh bien, on pourrait le faire de la façon suivante à l'aide du move. En fait, dans cet exemple, on a défini une variable date source qui est définie en pic 9 de 8 et qui est valorisée avec la valeur 2023-10-30, c'est la date que l'on veut reformater. On déclare également une zone de groupe date cible qui va contenir plusieurs zones élémentaires dépendantes, notamment les variables jour, mois, année définies en pic 9 de 2 pour le jour et les mois et en pic 9 de 4 pour l'année.
Jour, mois et année sont séparés par des fileurs définis en px de 1 et qui prennent la valeur slash. Dans la procédure division, en fait, on va déplacer certaines parties de la date source dans chacune des variables élémentaires. Donc, par exemple, pour le jour, on va aller piocher dans la date source en 7e position sur 2 caractères. Tandis que pour l'année, on va aller piocher en 5e position sur 2 caractères. Et pour l'année, on va prendre la valeur de la date source en première position sur 4 caractères, donc 2023. Si on affiche la zone de groupe date cible, on va retrouver le format désiré, à savoir 3010-2023 séparé par des slash. Autre chose que l'on peut voir, c'est l'utilisation de move en tandem avec d'autres instructions, comme les instructions conditionnelles. En fait, c'est évident, mais il est important de le mentionner. Par exemple, si nous voulons déplacer une valeur seulement si elle est positive, vous pouvez utiliser un move au sein d'une alternative if, par exemple, ou même au sein d'un evaluate pour gérer plusieurs conditions. Lorsque la source est supérieure ou égale à 100, on va déplacer une certaine chaîne de caractères dans la variable commentaire. Si la source est supérieure à 0 et strictement inférieure à 100, on va déplacer une autre chaîne de caractères. Et dans tous les autres cas, donc considérant que la source est négative, on va déplacer également une autre chaîne de caractères. Il existe également des moyens d'optimiser la performance. En fait, en COBOL, même si le COBOL est très robuste et fiable, il est toujours utile de connaître quelques astuces pour optimiser la performance. Premièrement, on peut chercher à minimiser les opérations move. En fait, si plusieurs champs doivent être déplacés vers la même destination, envisagez d'utiliser des structures pour réduire le nombre d'instructions move. Par exemple, vous avez une structure de données avec plusieurs champs que vous souhaitez tous déplacer vers une autre structure. L'approche standard serait d'effectuer une succession de moves. Mais de manière optimisée, nous opterions plutôt pour cette approche. Avec l'approche optimisée, en fait, on va réduire les 3 instructions move en une seule, tout simplement. Il y a évidemment d'autres manières d'optimiser la performance, mais c'est vrai que l'on est déjà à plus de 19 minutes de vidéo. Au moins, on aura vu les bases, les grandes lignes quant à l'utilisation de l'instruction move. Pour ceux qui veulent aller plus loin, avoir plus de contenu, évidemment, vous avez plus d'informations dans les formations COBOL sur notre site From Zero to COBOL. Et bien voilà, je pense que l'on a fait le tour des principales utilisations de l'instruction move et de ce à quoi il faut vraiment prêter attention pour éviter les erreurs. Très bien, après avoir exploré en détail l'instruction move en COBOL et après avoir compris comment elle facilite le transfert de données entre différentes zones de mémoire, il est temps de passer à un autre aspect tout aussi crucial de la programmation en COBOL, ce sont les opérations arithmétiques. Comme vous le savez, le traitement des données ne se limite pas à leur déplacement d'un point à un autre. Souvent, nous devons effectuer des calculs sur ces données. C'est là que les opérations arithmétiques telles que add, subtract, multiply et divide entrent en jeu. Ces instructions de base nous permettent de manipuler des données numériques effectuant des calculs essentiels qui sont au cœur de nos nombreux programmes en COBOL. En comprenant comment ces opérations fonctionnent et en les appliquant correctement, nous pouvons résoudre des problèmes qui vont se complexifier un petit peu et effectuer des calculs précis. De plus, nous verrons comment gérer efficacement les résultats de ces opérations, notamment en utilisant des instructions telles que rounded pour la précision, d'accord, ce sont les arrondis, et on-size error pour la gestion des erreurs de dépassement de capacité. L'art de l'arithmétique commence par une addition simple. L'instruction add fait exactement ce que son nom suggère, elle ajoute des nombres. Qu'il s'agisse de variables numériques ou de littéraux, add se charge du travail. Regardez cet exemple. Ici, la valeur de num1 est ajoutée à num2. Autrement écrit, cela revient à num2 est égal à num1 plus num2. En évaluant les valeurs initiales et finales, on observe donc avant addition, num1 est égal à 10 et num2 est égal à 15. Et après addition, num1 reste inchangé et sa valeur est de 10, tandis que num2 est à 25.
Mais la beauté de l'opération réside également dans sa polyvalence. Ici, num1 et num2 s'additionnent pour donner num3. Donc, avant addition, ce coup-ci, num1 est égal à 10 et num2 est égal à 15. Après addition, num1 et num2 restent inchangés, tandis que num3 sera valorisé de 25. Et cela ne se limite pas aux variables. Ce calcul peut également être effectué en utilisant des littéraux numériques. Par exemple, ici, on va directement faire un add 10 to 15 giving num3. Donc directement dans la variable num3, on va lui affecter l'addition de 10 et de 15. Il est également possible de propager le résultat à plusieurs variables. Regardez ici, on retrouve notre add num1 to num2 giving. Ce coup-ci, on ne met pas seulement dans num3, mais également dans num4. Ensuite, on va passer à la soustraction grâce à l'instruction subtract. Donc, cette instruction, elle est utilisée pour effectuer la soustraction de deux ou plusieurs littéraux numériques ou de deux ou plusieurs variables numériques. Ce coup-ci, qu'est-ce que l'on va utiliser? Il faut utiliser subtract une valeur from une autre valeur. Donc ici, on a subtract num1 from num2. Ici, la valeur de num1 est soustraite à num2. Autrement écrit, cela revient à num2 est égal à num2 moins num1. Alors, avant soustraction, num1 est égal à 10 et num2 est égal à 15. Après soustraction, num1 est égal à 10 et num2 est égal à 5, évidemment. Cela peut également être mis en œuvre sur plusieurs étapes. Regardez cet exemple. Ici, on va effectuer un subtract de num1 from num2 giving num3. Qu'est-ce qui se passe? Ici, num1 se soustrait à num2 pour donner num3. Donc, regardez les résultats avant soustraction et après soustraction. Lorsque l'on va utiliser le giving, eh bien, on ne va pas impacter les valeurs que l'on a utilisées pour la soustraction, num1 et num2. Tout comme pour l'addition, d'ailleurs. Si on regarde ici, eh bien, avant soustraction, num1 est égal à 10, num2 est égal à 15, num3 est égal à 20 et num4 est égal à 25. Ensuite, concernant le calcul, num3 va être égal à 20, d'accord? C'est la valeur de num3 moins, entre parenthèses, 10 plus 15, les valeurs de num1 et num2. Tandis que pour num4, eh bien, on va avoir 25, donc la valeur de num4, moins, entre parenthèses, 10 plus 15, c'est-à-dire l'addition de num1 et num2. Donc après addition, eh bien, num3 sera égal à moins 5, tandis que num4 sera nul et égal à 0. Ensuite, on a la multiplication à l'aide de l'instruction multiply. Donc cette instruction, en fait, elle est utilisée pour effectuer la multiplication de deux ou plusieurs littéraux numériques ou de deux ou plusieurs variables numériques. Regardons cet exemple. En fait, ici, on va utiliser multiply une valeur by une autre valeur. Ici, la valeur de num2 est multipliée par num1. Autrement écrit, cela revient à num2 est égal à num2 fois num1. Avant multiplication, on voit que les valeurs sont celles que l'on a initialisées en working, 10 et 15, tandis qu'après multiplication, eh bien, la valeur de num1 reste inchangée, tandis que celle de num2 passe à 150. Comme pour les autres opérations arithmétiques que l'on a vues précédemment, à savoir l'addition et la soustraction, on peut ne pas impacter ces deux variables, num1 et num2, en mettant directement le résultat dans une troisième variable à l'aide de l'instruction giving. Dans un tel cas de figure, num1 et num2 restent inchangés, 10 et 15, tandis qu'après multiplication, num3 sera égal à 150. Vous vous doutez maintenant que on peut également effectuer la même chose avec des littéraux numériques et on peut également utiliser plusieurs variables réceptrices. On continue avec la division et l'instruction divide. Alors, l'instruction divide est utilisée pour effectuer la division de deux ou plusieurs littéraux numériques ou de deux ou plusieurs variables numériques. Regardez cet exemple. On a
un premier format, une première syntaxe, c'est divide num1 into num2. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Ici, la valeur de num2 est divisée par num1. Autrement écrit, num2 est égal à num2 divisé par num1. Donc, avant addition, on a les valeurs similaires. Et après addition, num1 reste inchangé, tandis que num2 est à 1,5. Si vous avez compris, eh bien avec ce nouvel exemple et en partant du postulat que num2 est égal à 15, on divise la valeur de num2, à savoir 15, par 3, donc 5. On peut également effectuer la même chose en utilisant une variable réceptrice au lieu d'impacter directement les variables initiales. Et je vous ai parlé qu'il y avait une autre syntaxe pour l'instruction divide. On n'est pas obligé d'utiliser le divide into, on peut également utiliser le divide by. Regardez cette syntaxe. On va avoir un divide num2 by num1 giving num3. En fait, cette instruction, elle est légèrement plus simple à lire, hein, c'est un peu plus naturel. On va avoir un divise num2 par num1 en donnant le résultat de num3, plutôt que d'avoir le into et d'inverser un peu l'ordre de division. Ensuite, il y a une option que je voulais vous parler, c'est l'option Reminder. En fait, l'une des caractéristiques les plus utiles de la division, c'est la capacité à obtenir le reste d'une division grâce à l'option Reminder. En fait, la syntaxe est la suivante. Ici, on va avoir un divide num2 par num1 giving num3 reminder num4. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Considérons qu'avant la division, num1 est à 14 et num2 est égal à 153. Notre num3, comme d'habitude, hein, on l'a vu, il va être le résultat de num2 divisé par num1, à savoir 153 divisé par 14. Donc dans num3, en fait, c'est la partie entière. Tandis que dans le num4, juste après le reminder, eh bien, on va y ajouter le reste. Donc après la division, num3 est égal à 10. D'accord? On peut mettre que 10 fois la valeur 14 dans num2, c'est-à-dire dans 153. D'accord? Donc 10 fois 14, on est à 140. Il reste 13. Et donc ça, c'est le reste que l'on va retrouver directement dans la valeur num4. On est d'accord que l'on ne peut pas effectuer 11 fois 14. 11 fois 14, on serait à 154. Alors que ces opérations arithmétiques forment les fondements des calculs, il existe des nuances à considérer pour assurer la précision des résultats, en particulier lors de la manipulation de chiffres avec des virgules. Et c'est ici que l'instruction rounded entre en jeu. On y va. En fait, dans le vaste univers de la programmation COBOL, il existe des moments où la précision peut être la clé de la réussite ou de l'échec. Imaginez un scénario où des valeurs financières sont manipulées, chaque centime compte. C'est dans ces moments-là que l'instruction rounded devient une véritable bouée de sauvetage. L'arithmétique n'est pas toujours aussi propre et nette qu'on pourrait le souhaiter. Parfois, les résultats dépassent ce que nos variables peuvent stocker. C'est un peu comme essayer de verser 1 litre d'eau dans une tasse de 750 ml. Ça déborde. Pour éviter cela, on peut utiliser un outil pour s'assurer que l'eau est ajustée à la bonne quantité sans gaspiller une seule goutte. Alors, dans le monde du COBOL, cet outil, c'est l'instruction rounded. Prenons par exemple cet exemple simple d'une addition. Donc, on déclare une variable WS résultat qui est une variable numérique de 3 chiffres, dont un chiffre après la virgule. Et dans la procédure division, eh bien, on va utiliser l'instruction compute de résultat. On va y revenir un petit peu après. Mais regardez cette addition. C'est l'addition de 9,564 plus 11,332. Donc en fait, on se retrouve ici avec le chiffre 20,896. Sans le mécanisme d'arrondi, notre variable qui ne peut stocker qu'une seule décimale tronquerait ce chiffre à 20,8. C'est un peu comme si vous étiez à une compétition de saut en hauteur et que vous sautiez 20,896 mètres, mais que votre résultat était enregistré comme 20,8. Vous perdriez ce petit extra qui pourrait faire toute la différence. Alors, pour remédier à cela et rendre justice à notre saut hypothétique, en fait, COBOL nous offre l'instruction rounded.
Donc pour cela, vous devez utiliser la syntaxe suivante. Compute de résultat rounded égale. Et ce coup-ci, en fait, avec cette instruction, le chiffre 20,896 est complètement arrondi à 20,9, nous offrant ainsi un résultat plus précis et en tout cas plus représentatif de la réalité. Cependant, l'arithmétique peut réserver d'autres surprises. Tout comme un équilibriste marchant sur un fil, nous devons être prêts à gérer tout déséquilibre. Et que se passe-t-il si une opération dépasse la capacité de notre variable? La catastrophe. Eh ben non. En fait, grâce à l'instruction que l'on va voir, onSizeError. Cet outil nous aide à gérer des situations délicates. On va découvrir cela ensemble. Imaginez que vous ayez une valise dont la capacité est limitée et que vous essayez d'y entasser un trop gros nombre d'articles. C'est soit impossible, soit vous finissez par abîmer la valise ou les articles. Et bien c'est précisément ce que l'instruction onSizeError tente d'éviter dans le monde du COBOL. C'est une sorte de garde du corps pour nos variables, s'assurant qu'elles ne soient pas surchargées au-delà de leur capacité. L'instruction onSizeError est comme un avertissement clignotant. Elle intervient dès qu'une opération arithmétique risque de déborder de la capacité d'une variable. Au lieu de simplement tronquer la valeur, ce qui pourrait être catastrophique dans certains cas, eh bien COBOL donne l'option de rediriger l'exécution du programme vers une autre partie du code. Regardez l'exemple suivant. Dans cet exemple, on va utiliser onSizeError après cette instruction d'addition. Add nombre 1 to nombre 2, giving résultat. On ajoute le onSizeError et on effectue un display erreur de taille. Dans l'exemple mentionné, l'alerte onSizeError va se déclencher car l'addition de nombre 1 au nombre 2, ça va donner 117. Effectivement, nombre 1 est à 72 et le nombre 2 est à 45. Toutefois, eh bien, la variable résultat, elle a une capacité limitée à un seul chiffre. Alors, imaginez essayer de remplir une tasse d'eau avec un seau d'eau. C'est un peu la même chose. Mais je pense que vous avez compris l'idée avec l'ensemble de mes métaphores depuis tout à l'heure. Ainsi, la valeur de résultat va rester à 0. Regardez l'exécution. On obtient le message erreur de taille, résultat est égal à 0. Comme si vous n'aviez jamais versé d'eau. Et donc, si nous avions déclaré la variable résultat comme pic 9 de 3, cela aurait été comme avoir une plus grande tasse, capable de contenir tout le liquide. Mais attention, une erreur de capacité n'est pas uniquement liée à une addition débordante. Elle peut aussi survenir dans des situations telles qu'une division par 0, une élévation du chiffre à 0 à la puissance 0 ou encore une puissance négative. Nous venons de clore un chapitre enrichissant sur l'utilisation de l'instruction move et les opérations arithmétiques en COBOL, des compétences essentielles pour tout développeur dans ce langage. Mais notre voyage dans cet apprentissage du COBOL est loin d'être terminé. Dans notre prochaine vidéo, nous allons nous plonger dans le monde fascinant des techniques avancées en COBOL. Nous explorerons la manipulation des chaînes de caractères, un aspect crucial de la gestion des données textuelles, et nous découvrirons comment manipuler, formater et analyser les chaînes de manière efficace. De plus, nous aborderons la logique algorithmique, un élément clé de la programmation. Nous examinerons comment appliquer les concepts logiques complexes pour résoudre des problèmes et optimiser nos programmes. Ce sera une opportunité parfaite pour aiguiser vos compétences en programmation et pour découvrir des techniques qui vous permettront de pousser vos programmes COBOL au niveau supérieur. Nous vous mettons de nouveau à disposition une série d'exercices pour vous exercer, ainsi qu'un QCM de 25 questions pour savoir où vous en êtes dans l'apprentissage de ces grandes notions. Je vous propose que l'on débute la série d'exercices ensemble. Alors, le premier exercice, l'intitulé est le suivant. Déclarer deux variables numériques, salaire de type entier avec 5 chiffres et taux de type décimal avec 3 chiffres entiers et 2 décimaux. Alors, ce que l'on peut faire déjà, c'est modifier le nom de notre programme. Donc COBOL 001 par exemple. Ensuite, vous remarquez qu'il manque certaines informations, notamment ici la data division, d'accord, à l'intérieur duquel on retrouve la working storage section. Donc, ça, vous le savez maintenant, en fait, c'est la section dans laquelle on va retrouver l'ensemble des variables dont on va avoir besoin dans notre programme. Alors, on nous demande une variable salaire qui est une variable numérique, donc pic 9 de 5 chiffres. On nous indique également une variable taux,
donc une variable taux qui est également numérique, donc pic 9, de combien? De 3 chiffres avant la virgule et de 2 chiffres après la virgule. Alors, ce coup-ci, en fait, vu qu'on a un nombre décimal, on va utiliser la lettre V qui représente une virgule virtuelle, tout simplement. Dans le second exercice, on nous indique d'utiliser l'instruction move pour copier la valeur 10 000 dans salaire et 3,75 dans taux. Alors, on s'exécute, on effectue un move de la valeur 10 000 directement dans la variable salaire. Vous remarquez, en fait, vu qu'on est sur une variable numérique, eh bien, on ne met pas de guillemets ou d'apostrophe autour de la valeur. C'est pour les variables alphanumériques. Ensuite, on peut faire un move. Donc, on a dit 3, je vais y arriver, 3,75 directement dans la variable taux. On peut effectuer un affichage de ces valeurs, par exemple display salaire et display taux, tout simplement. Qu'est-ce que l'on a comme résultat? Voilà. Donc, on voit que la variable salaire, elle est bien valorisée avec la valeur 10 000. OK. Et pour le taux, c'est pareil, on est à 3,75. Petite subtilité, au niveau du taux, on a défini une variable numérique avec 3 chiffres avant la virgule. Or, nous, on a déplacé qu'un seul chiffre avant la virgule. Ce que l'on sait, c'est que les données numériques, elles sont cadrées à droite. Donc, en fait, le 3 va se positionner à droite et le reste, d'accord, les positions à gauche vont être complétées par des zéros. On enchaîne avec l'exercice 3 qui nous indique de déclarer deux variables de groupe, employé 1 et employé 2, chacune contenant un champ nom et un champ salaire. Utilisez move corresponding pour copier les données de employé 1 à employé 2. Alors, on nous indique qu'il faut déclarer une zone de groupe. Donc, on va utiliser un numéro de niveau hiérarchique 0,1. Ensuite, on est sur du employé 1 et on ajoute un point directement. Ensuite, à la ligne, on va incrémenter, donc par exemple 0,2 ou 0,5, 0,10, peu importe, le numéro de niveau hiérarchique. On ajoute en dessous eh bien, les variables élémentaires dépendantes à cette zone de groupe. Donc nous, on a besoin d'une variable nom qui est une variable alphanumérique, hein, donc pic x. On peut ajouter par exemple 0,5 si on lui attribue la valeur Alice, par exemple. Et ensuite, on a une variable salaire qui, ce coup-ci, va être une variable numérique, évidemment. On ne va pas s'embêter, on ne va pas mettre une variable décimale. Donc, on va directement ajouter en pic 925 value, par exemple, 30 000 € brut à l'année. Voilà, j'aime bien que ce soit aligné. On va utiliser exactement la même chose pour la seconde zone de groupe, sauf que ce coup-ci, on est sur du employé 2 et on ne va pas attribuer directement de valeur aux variables. Voilà. Ce que l'on peut faire, c'est que l'on va effectuer un affichage des données avant modification. Donc par exemple, avant modification, hop, on effectue un affichage display. Donc on va mettre employé 1, hop. On va mettre employé 1, employé 1, et on va faire exactement pareil pour l'employé 2. Voilà. Et on se garde sous le coude eh bien, cet affichage. Tac. Pour le après. Voilà. Donc dans l'énoncé, eh bien, on nous indique d'utiliser le move corresponding pour copier les données de employé 1 à employé 2. Alors, comment cela se passe? On va effectuer un move corresponding de employé 1, tout simplement, to employé 2. Voilà. Et on peut exécuter le programme. Donc on va voir ce que l'on a. Donc, avant modification, employé 1 est bien valorisé aux valeurs Alice et 30 000, tandis que les valeurs de employé 2, elles sont nulles. D'accord? Si on est sur des variables numériques, eh bien on va avoir des zéros, tandis que pour les variables alphanumériques, on a des espaces. Ensuite, après modification, employé 1 forcément reste inchangé,
Par contre, employé 2 se voit attribuer des mêmes valeurs que la zone de groupe employé 1, car on a exactement les mêmes noms et le même format. Et bien voilà, on en a terminé pour cette vidéo sur les transferts de données et les calculs arithmétiques. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, que ce soit sur la partie théorique ou sur les exercices, si vous souhaitez en savoir plus ou si vous n'y arrivez tout simplement pas. Pour le moment, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions et bénéficier d'un ensemble de formations complètes en COBOL sur TSO, ISPF, les JCL, le DB2, le SQL et j'en passe, et le tout en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!